Femme du monde, femme debout, vaillante et rebelle, ce chant est pour nous. Wimbalala, 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 yeah. Bonjour à toutes Wimbalala, et wimbalala, bienvenue dans ce nouvel wimbalala. épisode du balado d'une mère à l'autre de Maman sans tabou, le balado qui donne voix au chapitre aux mamans plutôt qu'aux spécialistes en tout genre. Si vous ne me connaissez pas, je suis Anne Julien, maman de deux adorables petites filles et fondatrice de Maman sans tabou, une communauté de partage et de soutien pour aider les mamans à libérer la parole sur la maternité. Mon balado est inspiré de l'ouvrage de Jamie Sands, Les 13 mères originales, un ouvrage autochtone plein d'enseignements riches pour nous les femmes. Et à chaque nouvelle lune, je vous donne rendez-vous pour découvrir une nouvelle mère de clan et à chaque pleine lune pour vous présenter une femme qui incarne cette mère de clan et discuter de maternité avec elle. Alors aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec la sixième mère de clan, la conteuse, la mère de clan du mois de juin. Nous venons de passer le solstice d'été et c'est très intéressant parce qu'en fait, avec cette mère de clan, nous entrons dans la porte du sud. D'ailleurs, la couleur de cette mère de clan, c'est le rouge. Et le rouge, dans les traditions autochtones que je suis, c'est la couleur de la porte du sud, justement. Donc, le sud, c'est associé à l'aigle hein, dans les enseignements autochtones que j'ai reçus. C'est la direction du respect de soi, de la chaleur, de nos relations aussi avec les autres. Euh, et ben, c'est beaucoup lié hein, avec l'énergie de l'été. On a parcouru dans les 5 premiers mois hein, tout un cheminement un petit peu plus intérieur, en fait, pour retrouver, en fait, la voix de son âme. Et là, maintenant, c'est le temps de briller, de trouver sa place et de l'exprimer. Donc, quoi de mieux que la conteuse pour le faire? Et vous allez voir aussi, il y a beaucoup la présence du jeu et de l'humour chez cette mère de clan. Donc, on arrive vraiment dans une énergie toute nouvelle qui est vraiment appropriée pour l'été. Hein. Récemment, il y a une femme qui disait, je pense que c'est une citation du film La guerre des Tucs, je crois, peut-être que je me trompe parce que ma culture québécoise est pas parfaite, qui disait l'été, c'est fait pour jouer. Donc, c'est vraiment dans cette énergie qu'on arrive avec la conteuse. Euh, alors, comme toujours, avant de rentrer un petit peu hein, dans le détail de cette mère de clan, je vais vous lire les enseignements et le poème qui lui sont associés. La conteuse, la dépositaire des histoires de médecine, la gardienne de la médecine Eyoka et de l'humour, l'enseignante qui instruit sans désigner du doigt, celle qui préserve la parole qui vient de l'expérience personnelle et de la vérité. Elle nous enseigne à éduquer en racontant des histoires qui contiennent des leçons, à équilibrer le caractère sacré et l'irrévérence en utilisant l'humour de façon créative, à parler de notre expérience sans juger les autres et sans auto-jugement, à être un étudiant dans la vie aussi bien qu'un enseignant en préservant la sagesse acquise. Elle nous enseigne à dire la vérité. Son poème. Raconte-moi une histoire douce, mère, sur les ancêtres et leur époque, sur leur façon de cheminer avec beauté en apprenant les voies médecine. Quand tu racontes leurs histoires, cela me permet de voir l'importance de chaque leçon et comment elle s'applique à moi. À travers l'exemple d'un autre, je partage ses rires et ses larmes. À travers l'expérience d'un autre, j'apprends comment l'amour peut l'emporter sur la peur. Ensemble, nous pouvons voyager au cœur de ces autres époques en faisant nôtre toute la sagesse des héritages jusque-là oubliés. Alors, cette mère de clan, c'est une mère qui me parle beaucoup, une mère que je chéris dans mon cœur,
D'abord parce qu'elle touche à mon essence profonde, qui est l'amour des histoires, l'amour des mots, euh, et puis bien sûr l'amour de l'écriture. Depuis toute petite, j'adore les histoires, hein. J'ai fait des études en littérature, c'est pas pour rien. Puis même si c'est la langue française que j'ai enseignée aux étrangers plutôt que la littérature, euh, celle-ci a vraiment une place dans mon cœur, euh, vraiment très fort. Et puis bon, c'est pas un hasard hein, si en lançant mon entreprise, en lançant Maman sans tabou, la première chose qui m'est venue en fait, c'est d'écrire sur la maternité. Et puis de fil en aiguille, j'ai lancé un blog, ce qui n'était pas du tout le plan de départ, mais j'avais un énorme besoin de me raconter. Et donc, par conséquent, cette mère de clan touche beaucoup aussi à la mission de Maman sans tabou, qui est de libérer la parole. Je pense que les femmes, on a ce besoin-là et qu'il y a une richesse à aller chercher dans nos histoires. D'ailleurs, j'avais écrit il y a un an à peu près, justement quand on était avec la conteuse, un article sur l'importance des histoires dans nos vies. Je vous remettrai le lien, bien sûr, dans la description de cet épisode parce qu'il est toujours d'actualité. Alors, cette mère de clan, elle nous enseigne d'abord l'importance de la parole et à parler avec le cœur. Alors, quand je vous disais qu'on arrivait hein, dans une énergie de joie, de jeu, une des toutes premières phrases dans le livre au sujet de cette mère de clan, c'est qu'elle nous ramène à l'innocence, à parler avec le cœur, à notre enfant intérieur. Et d'ailleurs, dans le conte, on voit la mère de clan, en fait, partager sa sagesse aux enfants de la tribu à l'aide des contes. Donc, elle raconte une histoire riche de sens pour les enfants. Et ce qu'on nous décrit dans le livre, hein, c'est sa capacité à garder l'attention des enfants, à passer le message avec humour, avec des images, sans pointer personne du doigt. Donc, c'est très, très intéressant. Et une des clés dans le fait de parler avec son cœur, c'est parler depuis son point de vue seulement quand on nous le demande. Alors ça, moi, en fait, l'an dernier, c'était ce qui m'avait le plus frappé par rapport justement à la maternité, hein. On entend beaucoup quand on est maman, on reçoit beaucoup, pardon, des conseils non sollicités. Euh, alors que là, ce que nous enseigne Jamie Sens à travers cette mère de plan, c'est de parler en fait quand on nous le demande. Parce que souvent, quand on le fait de façon non sollicitée, en fait, on est beaucoup dans le jugement de l'autre. Alors que si on parle depuis son cœur, depuis son point de vue, juste pour partager pardon, sa sagesse, parce que l'autre nous l'a demandé, euh, le jugement disparaît. Souvent, hein, on a tendance à parler à partir de soi, avec l'intention quelque part de peut-être pointer du doigt la personne, alors que si on parle vraiment depuis son cœur, euh, la personne va pouvoir recevoir ce que vous avez à lui dire et en faire ce qu'elle veut. Puis ça me renvoie à une phrase que je vous ai déjà citée de Marie-Jo Tardif qui disait que s'aimer, c'était se dire la vérité à soi-même et aux autres en tout temps. Et c'est vraiment ça, en fait, c'est d'être dans sa vérité à partir du cœur et pas dans ses blessures. Parce que quand on parle à partir de ses blessures, à partir de ses conditionnements, on n'est plus dans le cœur, on est plutôt dans la tête. Et du coup, on est porté à juger les autres. Et ça me rappelle une... en fait, la meilleure illustration que j'ai eue, si vous voulez, de cette façon de parler avec le cœur et de transmettre une leçon sans pointer les gens du doigt, c'est quand l'aîné autochtone Dominique Rankin nous avait raconté, nous avait parlé en fait de l'importance de préserver la planète, notre terre-maman. Et plutôt que de nous donner des arguments ou de nous faire sentir mal parce que on pollue, par exemple, il nous avait raconté tout simplement ce que lui fait pour aider Terre Maman. Donc, quand il va se promener quelque part et qu'il observe des déchets, qu'il voit des déchets au sol, ben, il les ramasse tout simplement et il les jette. Et je me rappelle à quel point
le partage de cette histoire, ça m'avait vraiment touchée. Parce que justement, je ne me suis pas sentie visée, ou il n'a pas appuyé sur la culpabilité comme on fait beaucoup, ou sur la peur, ou sur le sens des responsabilités. C'était vraiment plus comme, ben moi, voilà ce que je fais. Et j'ai trouvé ça magnifique et ça m'a inspirée. Et je pense que c'était l'an dernier ou il y a 2 ans, le jour de la journée de la Terre, j'ai décidé d'aller dans le boisé à côté de chez moi, de prendre un sac et de ramasser les déchets. C'est vraiment parti du cœur, ça m'a vraiment inspirée. Et je me rappelle, j'avais croisé une dame dans le bois qui était vraiment, qui me demandait, mais qu'est-ce que vous faites? Et quand je lui ai raconté, elle était comme, waouh, mais c'est tellement merveilleux, etc. Donc, vous voyez comment des petites choses comme ça qui partent de soi sans vouloir de donner de leçons aux autres, ça peut avoir un impact beaucoup plus grand, en fait, quand ça part du cœur. Puis d'ailleurs, quand je m'en vais chercher ma fille à la garderie ou que je la ramène, je fais la même chose. Et j'ai vu à quel point aussi ça l'inspirait parce qu'elle me pose des questions, mais pourquoi tu fais ça, maman, etc. Et, et du coup, ça éveille sa conscience parce que quand on passe, il y a un chemin où on passe à un moment donné, et c'est vrai qu'il y a toujours plein de déchets, et elle me dit, oh là là, maman, les gens font pas attention et tout ça. Et je dis, oui, c'est vrai. Ma grande, elle m'avait même dit, il faudrait que je prenne un porte-voix puis que je dise à tout le monde, c'est pas bien. Puis je dis, non, Estelle, ça va pas marcher. Parce que ma fille, elle a aussi ce côté un peu comme moi, à vouloir donner des leçons aux autres. Et j'ai dit non, au contraire, si toi, tu ramasses, que tu montres l'exemple, en fait, que ça va inspirer beaucoup. Donc voilà pour ce qui est de, de, de la parole. Hein. Là, je voulais, en fait, c'est aussi par l'exemple, mais le fait de dire ce qu'on fait, souvent, c'est beaucoup plus inspirant, en fait, que de dire aux autres quoi faire ou comment le faire. L'autre aspect, l'autre enseignement en fait de cette mère de clan, c'est l'importance des contes. Hein, comme je vous le disais au début, hein, c'est pas pour rien qu'elle s'appelle la conteuse. Elle raconte une histoire aux enfants parce que c'est une excellente façon en fait de communiquer les vérités. Euh, dans le conte, elle raconte l'histoire de la luciole aux enfants. Euh, et c'est vraiment une très belle histoire. Hein. C'est l'histoire de celui qui oublie de scintiller. Une histoire en fait qui nous enseigne l'importance de ne pas éteindre notre lumière. Parce que si on oublie de briller, on risque de se faire avaler par le méchant, en fait, de s'écarter du droit chemin. Dans l'histoire, celui qui oublie de briller, en fait, il décide d'aller sur Terre, mais il s'approche un petit peu trop du coyote qui finit par l'avaler. Et c'est finalement en essayant, en allumant sa lumière, en fait, que cette petite étoile, elle finit par alerter, en fait, ses sœurs, les étoiles dans le ciel, et puis même les autres animaux, et qui finissent par l'aider, en fait, en faisant peur au coyote, et le coyote finit par recracher la petite étoile. Euh, mais cette petite étoile n'a pas le droit de retourner dans le ciel parce qu'elle s'est trop approchée de la Terre, donc la gravité de Terre-Maman l'a clouée au sol, on va dire. Et sa grand-mère lui avait dit, mais si tu t'approches trop près, je ne pourrais pas te ramener dans le ciel. Et ce que je trouve beau de cette histoire, en fait, c'est que la petite étoile, en fait, elle vit avec la responsabilité de ses actes. Euh, c'est une histoire qui finit bien, mais pas dans le sens où il y a un miracle qui fait que la petite étoile, elle retourne dans le ciel. Non, la petite étoile, elle doit rester sur Terre. Évidemment, elle est triste d'être loin de sa famille. Donc, ce qu'elle demande, c'est d'être transformée en un insecte en fait, qui peut continuer de briller. Et donc, le créateur la transforme en luciole. Comme ça, ses sœurs dans le ciel, en fait, peuvent la voir la nuit, puisqu'elle brille, elle continue à briller. Euh, donc, je trouve, c'est vraiment une très, très belle histoire qui enseigne non seulement ben, l'importance de briller, mais aussi la responsabilité. C'est-à-dire, ben, si tu fais un choix, si tu fais des erreurs, assume et ça peut mener à une très belle transformation, même si ce n'était pas ça que tu souhaitais au départ. Euh, et cette histoire, en fait, me touche beaucoup. Je ne me la rappelais pas. Et je trouve qu'il y a une merveilleuse synchronicité avec ce que je vis en ce moment, parce que, comme beaucoup, j'ai longtemps douté de ma lumière. Puis si vous m'avez suivi, hein, vous savez que le mois dernier, avec la femme qui écoute, j'ai été amenée à, à
faire des grosses prises de conscience, puis à arrêter tout ce que je faisais, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que ce n'était pas aligné, que ce que moi je dégage, c'est justement quelque chose de très lumineux, de très joyeux, et que ce que j'offrais jusque-là, c'était pas tout à fait moi. C'était ce que je me sentais capable d'offrir, mais en fait, c'était diminuer ma lumière. Moi, ce que je veux, c'est assumer pleinement l'artiste que je suis, celle qui veut briller, justement, celle qui veut monter sur scène, celle qui veut se mettre de l'avant et qui veut inspirer les autres à en faire autant. Donc, ça me parle vraiment beaucoup. Et puis en plus, hein, la luciole, elle est vraiment associée au feu de la Saint-Jean. Hein. Je vous parlais au solstice d'été, à cette flamme d'amour éternel. Hein. Et d'ailleurs, je vous parlais au début de la direction sud. Euh, L'aigle, dans la direction sud, nous enseigne, entre autres, le respect de soi. Hein. Se respecter, s'aimer avant tout, reconnaître sa valeur, c'est le meilleur moyen, en fait, d'en venir à respecter les autres et à se faire respecter des autres aussi. Donc, de ne pas hésiter à briller sa lumière. Et puis là, j'ai vu un merveilleux clin d'œil, en fait, à mon invitée, Nathalie Bolac, dont l'entrevue sortira le 10 juillet et qui s'est sentie appelée en fait par cette conteuse parce que elle s'appelle, enfin, le titre qu'elle a choisi pour définir sa mission en fait, c'est la rallumeuse d'étoiles. Donc je trouve ça merveilleux parce que c'est une femme qui elle aussi a un grand amour des mots. Elle a été enseignante pendant des années comme moi aussi, un grand amour de la langue française et qui, à travers l'aventure de Là où poussent les lotus, dont je fais partie, veut aider les femmes en fait à raconter leur histoire pour partager les leçons, la vérité qu'elles ont apprises aux autres femmes et les inspirer. Et si elle a choisi les lotus, c'est justement parce que c'est une fleur qui pousse, hein, qui a ses racines dans l'obscurité, mais qui chaque jour renaît à la lumière pour mieux s'épanouir, qui va puiser sa force dans la noirceur pour mieux s'épanouir. Et d'ailleurs, le sous-titre hein, de chaque tome, c'est pour trouver sa lumière. Il y a toujours cette idée de lumière. Donc, je trouve ça merveilleux. Euh, D'ailleurs, j'ai vraiment hâte hein, de discuter avec elle parce que nous avons beaucoup de points communs. La première fois que je lui avais parlé, parce que le projet des Lotus m'intéressait, je me suis rendu compte qu'on avait tous ces points communs, l'amour de la langue, de l'enseignement, de la transmission, de l'écriture. Donc, j'ai vraiment hâte à mon entrevue avec elle. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le jour même où cet épisode sort, donc le 25 juin, je vais passer en entrevue sur le compte Instagram de Là où poussent les lotus avec Nathalie pour raconter mon aventure des lotus. Donc l'entrevue aura lieu à midi et bien sûr, je vais vous mettre le lien dans la description. Quant au lancement du livre, il aura lieu le 21 septembre à Victoriaville, mais je vous rappelle que les livres sont déjà en vente jusqu'au 2 juillet. Donc là encore, je vous mettrai le lien si vous voulez précommander votre exemplaire auprès de moi. Voilà. Donc, pour finir avec cette idée, pardon, de oser briller sa lumière, euh, vous le savez, je vous en parle depuis un petit moment, hein, le virage que je vais prendre avec Maman sans tabou, c'est d'aller plus vers la créativité. Donc, je vous annonce qu'au mois de septembre, je vais sortir un programme en ligne sur la créativité qui sera suivi plus tard à l'automne d'un atelier en présentiel. Euh, les détails vont arriver au cours de l'été. Vous savez également, si vous me suivez, que j'ai embarqué dans le projet Sisters et j'ai le plaisir de vous annoncer que nous avons atteint notre objectif de sociofinancement. Donc, vous me verrez briller sur scène le 2 novembre en compagnie de mes acolytes pour chanter et danser l'équité. Là encore, je vous mettrai le lien avec tous les détails vers le projet. Et puis, la dernière chose qui est montée par rapport à cette volonté de briller ma lumière et d'oser être pleinement qui je suis, j'ai envie de vous offrir cet été un cercle de joie. C'est d'ailleurs comme ça que j'avais conclu le chapitre que j'ai écrit dans Là où poussent les lotus. Je veux offrir des cercles lumière, des cercles de joie. Un cercle de parole, comme je vous présente jusqu'ici et comme moi je les ai vécus, c'est un cercle où on partage quand même souvent des choses difficiles. Mais moi, j'ai envie qu'on partage aussi des victoires, des célébrations. Hein. Si vous faites partie de mon groupe privé, vous savez qu'à chaque mois, j'ai une publication. Célébrons
parce que je trouve on ne célèbre pas assez. Et moi, ce lien avec la fierté qui est aussi une des valeurs de la direction sud de l'Aigle, hein, il y a le respect de soi, mais il y a la fierté aussi d'être qui on est. C'est extrêmement important, je trouve, et c'est ça qui nous aide aussi à guérir de nos blessures et à être de plus en plus alignés avec qui l'on est. Donc, j'ai décidé le 13 août de vous offrir un cercle de joie en nature. Donc, j'ai repéré un bel endroit dans un petit parc près de chez moi et je vous inviterai un soir de l'été, je pense que c'est le 13 août, je vous l'ai dit, à venir célébrer avec moi, chanter, danser, parler pour célébrer ensemble l'été. Donc là encore, je vous mettrai le lien vers l'événement Facebook dans le descriptif de l'épisode. Alors, dans la suite de l'histoire, après qu'elle ait raconté le conte aux enfants, la mère de clan va se coucher et rêve. Là, j'aime beaucoup parce que je vois encore un lien hein, avec les autres mères de clan, l'importance des rêves. Et dans ses rêves, elle rencontre différents animaux. Alors là aussi, c'est quelque chose qui me touche beaucoup parce que la médecine des animaux, comme les appellent les autochtones, c'est quelque chose qui est très présent aussi dans ma vie. Hein. Quand j'ai découvert mes dons de vision, la première chose que j'ai vue, c'est un aigle. Et alors, dans mes rêves, les animaux ne sont pas vraiment présents, mais quand je pars en visualisation ou en méditation, ils sont souvent là. Et ils ont beaucoup, beaucoup d'enseignements à m'apporter. Euh, Chez les autochtones, notamment, hein, les animaux, ce sont vraiment des esprits qui ont chacun des enseignements pour nous. D'ailleurs, dans les stages que je fais avec le centre Kinawa, on nous associe toujours un animal. Hein. On pige un nom d'animal et on nous explique toujours sa médecine, ses enseignements. Et c'est lui qui nous accompagne pour toute la fin de semaine parce qu'il a quelque chose à nous enseigner. Donc, je voudrais faire ici une parenthèse justement sur la médecine des animaux qui sont présents dans tous les contes. Mais là, ils m'ont beaucoup frappé en fait dans ce conte-ci. Puis en plus, les animaux, ce sont souvent hein, eux les personnages des histoires qu'on raconte à nos enfants parce qu'ils ont effectivement beaucoup d'enseignements. Hein. Pensons aux fables de La Fontaine, qui sont pour moi comme une version occidentale en fait de la médecine des animaux autochtones. Sont vraiment porteurs de leçons. Puis les animaux, hein, ça parle beaucoup aux enfants. Hein, ils sont très proches de la nature. Donc, c'est une merveilleuse façon de leur transmettre justement des sagesses. Donc, il y avait la luciole, hein, dont on a entendu parler dans le conte, qui nous enseigne à briller. Euh, il y a aussi donc le coyote, qui est celui en fait qui nous apprend les chemins détournés, hein, les erreurs qu'on peut faire, les faux pas, mais aussi comment grandir à travers tout ça. Dans ses rêves, la mère de clan rencontre la pie qui lui amène la compréhension et la liberté d'esprit pardon, à travers le corps. Et elle nous enseigne à voir comment les symptômes peuvent aider notre corps à se débarrasser de ses limitations. Puis là, moi, j'ai tout de suite vu un clin d'œil à ce que j'ai vécu, hein, comment la maladie, en fait, puis tout le mucus que j'avais dans la gorge ces dernières semaines était là pour justement m'apprendre que ben, j'avais trop travaillé, que j'avais pas assez pris soin de moi et que j'avais pas assez non plus osé exprimer vraiment pleinement qui j'étais. Donc le corps nous parle, hein, ça j'en avais déjà parlé le mois passé. L'autre animal qu'elle rencontre et qui lui apporte un enseignement, c'est le toucan qui nous enseigne à rester vigilant pour éviter les leçons douloureuses. Hein. Le toucan essaie de prévenir la petite étoile là, de ne pas s'approcher du coyote. Parce que c'est pas vrai qu'on doit toujours souffrir ou apprendre les choses à la dure. Hein. Si on est vigilant, si on est observateur de ce qui se passe, on peut tirer des leçons de ce qui nous arrive sans que ce soit souffrant. Et enfin, il y a le loup qui nous enseigne comment créer les nouveaux chemins qui vont nous permettre d'apprendre et de transmettre ensuite ce qu'on aura appris. Puis je veux en profiter pour vous présenter en fait cet oracle que j'aime beaucoup, la médecine des animaux, qui a été réalisé par Dominique Rankin et Marie-Josée Tardif, euh, qui rassemble en fait tous les enseignements qu'il nous donne lors des stages au sujet des différents animaux. Et d'ailleurs, je vais tirer une carte de cet oracle pour mon entrevue avec Nathalie pour voir quel animal nous accompagne. Donc ça, c'était la petite parenthèse sur les animaux. Je vous mettrai le lien, hein, bien sûr, de l'oracle en question dans le descriptif de l'épisode.
Euh, et donc, je vous disais, quand elle rêve à ces animaux, ils sont là en fait pour lui apporter deux enseignements supplémentaires par rapport à sa médecine du conte, des histoires. La première, c'est l'importance de l'humour. Hein, je vous disais au début, on est dans le jeu, on est dans le rire avec cette mère de clan. L'importance, en fait, de ne pas se prendre au sérieux. Parce que quand on se prend trop au sérieux, euh, la vie est beaucoup moins le fun. Et on, on- on perd la connexion au vivant, on en oublie euh, euh, d'avoir du détachement en fait sur ce qui nous arrive. Et ce qu'elle nous enseigne ici, c'est que ben, l'humour, ça nous permet ce pas de recul, ça nous permet de se mettre dans la peau de l'observateur. Hein. Et ça, c'est quelque chose qui est très présent dans les enseignements autochtones. Euh, Dominique Rankin, c'est quelqu'un de très drôle. Hein. À chaque fois que on le rencontre, il nous raconte des blagues. Il aime beaucoup faire des blagues. Et d'ailleurs, sa compagne Marie-Josée Tardy nous disait toujours hein, que chez les grands sages comme lui ou comme le Dalai Lama, par exemple, on voit encore à l'œuvre leur cœur d'enfant. Hein, si vous les regardez dans les yeux, c'est quelqu'un, je ne sais pas si vous avez vu des photos du Dalai Lama, mais on dirait un enfant. Hein. Il y a encore dans son regard cette petite lumière d'espiègle un petit peu. C'est des gens qui aiment rire, qui justement ne se prennent pas au sérieux. Hein. Le vrai sage ne se prend pas au sérieux. Il aime la vie, il est là pour partager ce qu'il sait, mais il n'est pas là pour donner des leçons ou se montrer supérieur. Il n'est pas du tout là-dedans. Et là, moi, je vois un très bel enseignement en lien avec la maternité. C'est que quand j'y pense, ce qui m'a le plus aidé dans mon parcours, c'est justement ma capacité à rire de moi. Et les livres qui m'ont le plus fait cheminer, c'est des livres remplis d'humour, justement. Il y a entre autres Survivre à sa maternité. Je pense aux capsules de Sarah Hamel hein, sur l'éducation des enfants, qui nous apporte aussi plein de pépites à travers l'humour. Et un livre dont j'avais déjà parlé dans mon groupe privé, je ne me rappelle plus, Ma tribu, je crois, ça s'appelle, d'Émilie Ouellette, qui est une comique dans la vie, une comédienne. Euh, Parce qu'à travers le rire, euh, je trouve qu'on va chercher des belles leçons. Puis ça nous apprend aussi justement à relativiser, à se dire, OK, c'est pas si grave. Et si vous vous rappelez, l'an dernier, hein, la femme que j'avais reçue en entrevue pour La Conteuse, c'était Céline Jantet, qui avait écrit Maman est un mythe, un conte à travers lequel elle dénonçait justement différents aspects de la maternité à travers l'humour. Donc, l'humour, c'est vraiment quelque chose de très fort. Et moi, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup. Euh, je me suis rendu compte, en fait, que j'aime faire rire les gens. Je le fais depuis que je suis toute petite. Et quand je suis trop dans le sérieux, dans la dénonciation, le message ne passe pas. Je me rappelle que j'avais lancé un journal au secondaire. J'avais écrit un article sur je dénonçais un petit peu cette tendance qu'on a chez les ados à vouloir tous être pareils, à pas assumer notre différence, à avoir besoin d'alcool pour avoir du fun ou des choses comme ça, ou à vouloir fumer parce que les autres fument. Puis je m'étais fait lancer des roches par les autres à l'époque. Mais c'est parce qu'en fait, je pense que j'avais été trop justement dans la dénonciation. J'étais pas passée par l'humour. Euh, alors que récemment, dans un atelier d'écriture que j'avais suivi dans une bibliothèque, je me suis rendu compte qu'il y avait un passage dans mon texte où j'avais fait rire et que j'avais gagné mon audience avec ça. Et d'ailleurs, quand j'ai écrit mon chapitre pour les Lotus, j'avais dit à Nathalie, je veux faire rire les gens. Donc, il y a certains passages dans mon livre où j'essaye de vous faire rire. J'essaye parce que c'est pas toujours évident. Et puis là, l'autre souvenir qui monte aussi, c'est quand j'ai écrit mes vœux à mon mariage. J'ai pas pu m'empêcher de mettre des blagues aussi parce que je trouve que c'est merveilleux. Hein. Je sais plus qui disait une journée où on a pari, une journée perdue, quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment très important. Et puis, hein, si vous lisez tous les conseils des experts à droite à gauche par rapport à l'éducation des enfants, l'humour, c'est aussi une arme formidable avec les enfants. Hein. Dès qu'on est en conflit, en situation de crise, les faire rire, ça marche à tous les coups. Ça marche à tous les coups, ça dédramatise, ça ramène au jeu, au monde de l'enfance, justement. On se met à égalité avec eux quand on utilise l'humour. Euh, donc voilà. Puis deuxième enseignement qu'elle reçoit dans ses rêves, qui lui vient des animaux, c'est
l'importance de l'observation et des traditions orales, hein, de maintenir les traditions orales parce qu'elles permettent aux enfants de comprendre leur vie, de réfléchir sur leurs actions sans se sentir pointés du doigt, hein, ce que je vous disais au début. Euh, et, et parce qu'en fait, il y a l'idée que dans les contes, il y a toute la sagesse, toutes les vérités universelles des hommes. D'ailleurs, la couleur de cette mer de clan, c'est le rouge. Le rouge, hein, dans la tradition autochtone, c'est aussi le chemin rouge. C'est cette idée qu'on marche tous un chemin, qu'on passe tous à travers des épreuves différentes qui nous amènent aux mêmes vérités. Puis dans le conte, on nous explique aussi que le rouge, c'est la couleur du sang. Et c'est l'idée, en fait, que notre ADN contient toute la sagesse universelle et que c'est par les histoires qu'on va y avoir accès. D'ailleurs, ma première mentor, Monica Canducci, utilisait énormément les contes de différentes cultures pour nous transmettre ses idées. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de choses que j'ai retenues comme ça. Elle l'explique d'ailleurs, hein, parce qu'elle s'intéresse aussi beaucoup à la science. Elle dit en pas neurologie, enfin science du cerveau, hein, il est prouvé que les hommes retiennent beaucoup plus les histoires et que on va plus retenir un enseignement s'il est associé à une histoire, parce que ça touche à notre humanité, en fait. On peut se projeter, on peut se reconnaître dedans. Et ça me fait penser à cette croyance que j'ai longtemps eue, qu'on ne peut pas changer le monde en faisant de l'art. Et plus ça va, plus je réalise en fait qu'il y a énormément de livres et de chansons qui ont changé ma vie, parce que l'histoire est venue me toucher au plus profond. D'ailleurs, il y en a une que je vais vous partager parce qu'elle me parle beaucoup, qui s'appelle L'écrivain d'Alexandre Poulain. Et en fait, à chaque fois que je l'écoute, je pleure parce que ça raconte une partie de mon histoire, justement. Euh, ouais. Donc, puis c'est en plein lien avec la conteuse. Donc, je vous mettrai le lien aussi dans le descriptif. Euh, et d'ailleurs, hein, les contes sont extrêmement présents dans les traditions autochtones. Le livre, hein, le livre des 13 mères, il y a quand même un conte à chaque fois pour illustrer les enseignements. Comme je vous le dis, à chaque fois qu'on est avec les autochtones, on nous raconte des histoires. Et puis, moi, ça me fait penser à tous les contes qui ont baigné mon enfance, hein, que ce soit la mythologie grecque, les contes Inca et Maya, que j'avais dans mes cours d'espagnol, les contes d'Andersen, hein, qui sont très présents en Occident, les fables de La Fontaine, dont je parlais plus tôt. Toutes les traditions ancestrales, hein, toute l'humanité a toujours conté des histoires. La sagesse a toujours été transmise par les histoires et ça va continuer. Il y a énormément de livres qui continuent d'être écrits parce qu'on a besoin de se raconter, on a besoin de transmettre ces sagesses d'une façon ou d'une autre. Et ça n'a pas toujours à être sous forme d'essais ou de livres de développement personnel. Ça peut se faire par le récit, par l'humour. Je pense entre autres à cet auteur que j'ai découvert récemment, Raphaël Giordano, ce livre, mais c'est une perle de développement personnel. C'est riche de leçons, mais c'est fait avec humour. C'est pour ça que ça fonctionne vraiment bien. Donc voilà, c'est là-dessus que je vais vous laisser pour aujourd'hui. Euh, et je vous donne rendez-vous le 10 juillet pour rencontrer mon invitée Nathalie Bolac et continuer à approfondir ensemble ces sujets. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de l'été.